La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes et détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcière en herbe, le podcast de Conteuse végétale, une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie, consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux me donner ton avis et laisser une note sur Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Je termine la mini-série Flower Power avec un troisième et dernier extrait des poèmes de Marine Lafont dans son livre Le tarot des plantes aux éditions Tana. Je suis le millepertuis, je suis votre force de vie, votre soleil intérieur qui dévoile votre splendeur. Dans ce dernier épisode de Flower Power, je flâne sur les sentiers fleuris d'un trio aux propriétés cérébrales, des plantes du mental, du calme et de la sérénité retrouvée. 3 fleurs qui poussent dans les jardins et sur les chemins, 3 fleurs sauvages ou cultivées, bienfaisantes en phytothérapie et aromathérapie. J'ai désigné le coquelicot, le millepertuis et la lavande vraie. Le millepertuis, de la famille des Hypericacées. Il existe plusieurs espèces de millepertuis, dont certaines à usage uniquement ornemental. Celui qui nous intéresse est le Hypericum perforatum, le millepertuis aux propriétés médicinales et magiques. Le millepertuis a plusieurs noms vernaculaires. Il s'appelle chasse-diable, l'herbe rouffée ou herbe aux 1000 trous. Le millepertuis, herbe de la Saint-Jean, s'épanouit au solstice d'été et il symbolise le feu et le soleil. Déjà dans l'Antiquité, on attribuait au millepertuis des propriétés vulnéraires. Au Moyen-Âge, le millepertuis était une herbe magique pour se protéger des mauvais esprits et chasser le mal. En été, on suspendait des bouquets devant les maisons pour s'en protéger. Au XIXe siècle, on fabriquait l'huile rouge. C'est un macérat huileux de millepertuis aux propriétés cicatrisantes contre les brûlures. On retrouve bien là la théorie des signatures des plantes. Au XXe siècle, on fabriqua de la teinture mère pour soigner les troubles mentaux. Ce n'est que dans les années 80 que le millepertuis est indiqué par voie orale comme antidépresseur. C'est aujourd'hui d'ailleurs la plante la plus vendue en Europe et aux USA pour ses propriétés dans les traitements de la dépression mineure. Le millepertuis est une plante herbacée, vivace, de 50 cm en moyenne, qui aime les bords des chemins, les haies et les sols bien drainés. Le millepertuis se récolte tout l'été, au moment de la pleine floraison, et de préférence en lune montante. Pour la magie, il vaut mieux le cueillir au solstice d'été, c'est-à-dire au sabbat de l'Ita. Ce sont ces sommités fleuries jaunes, or comme le soleil à son zénith que l'on consomme. On appelle le millepertuis Hypericum perforatum ou herbe à 1000 trous pour ces multiples perforations que l'on peut observer sur les feuilles par transparence à contre-jour. Ce sont en fait et en réalité des poches sécrétrices translucides et non pas réellement des trous. Le millepertuis symbolise le courage, la force intérieure et l'équilibre. Il est le rayonnement de l'amour et le bonheur lumineux.
Le millepertuis est connu pour être anti-inflammatoire, antimicrobien et cicatrisant en application locale dans les brûlures et les affections dermatologiques. Il est aussi prescrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par voie orale dans la dépression mineure ou saisonnière. En infusion, on va prendre 2 à 4 grammes par tasse et par jour pour justement la dépression saisonnière qu'on laisse infuser 10 minutes dans une tasse d'eau chaude. Le macérat, quant à lui, donc le macérat de millepertuis, la fameuse huile rouge, est obtenu par macération de 100 g de millepertuis dans 100 g d'huile d'olive qu'on va laisser macérer 2 heures dans un bain-marie. Et on va utiliser cette huile pour les brûlures superficielles, après un coup de soleil, pour les piqûres d'insectes, les gerçures, les crevasses ou les écorchures. Le millepertuis est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants en bas âge. Et là, ouvre bien grand tes oreilles parce que j'ai des informations importantes à te donner concernant le millepertuis et sa consommation. Le millepertuis peut interagir avec d'autres traitements. Il peut les potentialiser comme les inhiber. Il ne faut pas prendre de millepertuis en même temps que d'autres médicaments, en particulier les antidépresseurs et la pilule contraceptive. Mais aussi les traitements anticholestérol, les traitements dans le sida, les maladies cardiaques, les anticoagulants, l'asthme et la chimiothérapie. Le millepertuis est connu pour être photosensibilisant, donc ne pas s'exposer au soleil après une application cutanée de millepertuis. Le millepertuis est dispensé en pharmacie. Les sommités fleuries sont inscrites à la pharmacopée européenne. Le coquelicot maintenant, papaver rhoeas, de la famille des Papaveracées. Le coquelicot est sans doute originaire de Turquie et de Bulgarie et c'est une plante préhistorique. Le coquelicot est connu depuis l'Antiquité. Les Grecs, les Romains, les Arabes, les Égyptiens utilisaient les capsules de coquelicot en décoction pour leurs vertus thérapeutiques, contre l'insomnie et la constipation légère, et les fleurs comme adoucissant dans les inflammations pectorales. Les Grecs consommaient les jeunes feuilles en salade et cette coutume s'est maintenue jusqu'au XVIe siècle en Italie. Le coquelicot est une plante annuelle. Il est fréquent dans les champs, les jardins, non traités par les herbicides. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils disparaissent de plus en plus, vu qu'on utilise de plus en plus d'herbicides et que l'herbicide est souvent véhiculé par le vent dans les jardins. Le coquelicot fleurit en avril-mai. Les fleurs solitaires présentent 4 pétales rouges vifs écarlates, toutes chiffonnées, qui se déplient et se défroissent une fois sorties de leur bouton unique au bout d'une tige velue. Le fruit est une capsule ovoïde remplie de graines et contenant un latex blanc. On utilise dans le coquelicot les pétales récoltés au moment de la floraison et rapidement séchés en couches minces sans les remuer. Les pétales se conservent dans un bocal totalement sec et à l'ombre. Les pétales doivent garder leur belle couleur rouge. Le coquelicot a des propriétés sédatives et fait partie de ces espèces dites pectorales, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour la toux, les enrouements et les cordes vocales fatiguées. Les pétales sont traditionnellement indiqués par voie orale dans les états de nervosité, de troubles du sommeil, de la tachycardie, de la toux et de l'enrouement. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je chantais à l'époque, il y a très longtemps, et que je devais monter sur scène, je prenais quelques jours avant et le jour même des comprimés homéopathiques de coquelicot qui à la fois baissaient le trac et la nervosité et me rassuraient quant à la qualité de ma voix. Mais ça, je pense que c'était un peu dans la tête, car le coquelicot ne se prend pas par prévention de la fatigue des cordes vocales, mais bien en traitement. Dans quelques jours, je te présenterai une recette sympathique et facile à préparer pour une infusion inductrice du sommeil chez les enfants et pourquoi pas les adultes. Le coquelicot est dispensé en pharmacie et dans tous les commerces. Les pétales de coquelicot sont inscrits à la pharmacopée française.
Il n'y a aucune précaution d'emploi dans les doses thérapeutiques indiquées, c'est-à-dire 5 grammes de pétales de coquelicot dans une tasse d'eau chaude. Et aucun effet indésirable non plus à ces doses, sauf une potentielle intolérance à la pavarine. Attention toutefois à ne pas confondre le coquelicot avec le pavot qui renferme une concentration très élevée d'alcaloïdes opiacés, c'est-à-dire de morphine et d'opium, et qui en principe ne se trouve pas à l'état sauvage. Mais on ne sait jamais. Je finis donc avec la lavande vraie ou la lavande fine, une plante aromatique qui parle à mes racines méditerranéennes. Une plante vigoureuse, odorante et entêtante. La lavandula angustifolia de la famille des Lamiacées qui pousse en milieu aride, qui ne craint pas le froid et aime l'altitude jusqu'à 1800 mètres. Le nom latin de lavande vient de lavare et signifie qui sert à laver, en hommage aux lavandières qui l'utilisaient pour parfumer le linge. Un peu d'histoire et de lavande. Au Moyen-Âge, Hildegard de Bingen l'a recommandée pour apaiser les douleurs du foie et du poumon. Les Hébreux se servaient de la lavande en fumigation afin de purifier le corps et l'esprit. En magie, en Provence en particulier, on dit que celui qui mange des fleurs de lavande dans une vigne abandonnée depuis plus de 20 ans a tout pouvoir de voir apparaître des fantômes. Pour faire des rêves prémonitoires, on recommande de se masser le front et les tempes avec des fleurs de lavande fraîches écrasées juste avant de se coucher. À défaut de rêves prémonitoires, au pire, ça t'aidera à bien dormir. On peut brûler des fleurs sèches de lavande mélangées à des feuilles de verveine dans un encensoir pour éloigner les mauvais esprits et purifier la maison. La lavande est chargée en énergie positive. En bain, elle va nous purifier et nous libérer de toute négativité. La lavande apporte chance et abondance. Elle attire l'amour et apporte la paix intérieure. Elle symbolise l'harmonie, la tendresse inconditionnelle, l'achèvement et l'accord parfait. La lavande vraie est associée au 7e chakra et son parfum frais, doux et floral apporte calme et sérénité. Elle induit le sommeil. Elle est sédative et anxiolytique. Dans la lavande, on utilise les fleurs cueillies juste avant leur épanouissement complet, par temps sec et de préférence en lune montante. Les fleurs sont séchées ensuite à l'ombre. Les fleurs en infusion sont traditionnellement administrées à l'adulte et à l'enfant dans les états de nervosité et des difficultés d'endormissement. L'eau aromatique de lavande ou l'hydrolat de lavande ou l'eau de lavande, si tu préfères, peut être utilisée dans un lait chaud ou en massage sur le ventre pour les très jeunes enfants et les bébés à la place des huiles essentielles qu'on ne doit pas utiliser pour les enfants en bas âge justement et les bébés. Il existe aussi la macération alcoolique de lavande, le vinaigré de lavande, le macérat huileux de fleurs de lavande. On fabrique aussi du vin de lavande, une recette qui remonte au Moyen-Âge. L'huile essentielle de lavande vraie, donc de Lavandula angustifolia, doit être diluée dans une huile végétale. Je répète et je rappelle cette règle des 5-5-5, donc c'est 5 gouttes dans 5 millilitres d'huile, pas plus de 5 fois par jour. Donc par application locale, l'huile essentielle de lavande vraie est antispasmodique, antalgique et anesthésiante locale. Elle est aussi cicatrisante en cas de brûlure, antiprotozoaire et anti-infectieuse et antifongique. On peut utiliser aussi de l'huile essentielle de lavande vraie en diffusion atmosphérique, par inhalation humide ou par inhalation sèche, c'est-à-dire 1 à 2 gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir. L'huile de lavande vraie par inhalation a des propriétés anxiolytiques et sédatives, donc qui peuvent aider à faire dormir. Généralement, l'huile essentielle de lavande et la lavande fine en règle générale ne représentent aucun risque et peuvent être utilisées même pures sur la peau en geste d'urgence. Il n'y a
aucun effet secondaire connu, sauf à haute dose, la lavande, au lieu d'être calmante, devient excitante. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse connue à la lavande. Attention toutefois aux allergies aux lamiacées qui regroupent la plupart des plantes aromatiques, c'est-à-dire la menthe, la sauge, le romarin, le thym, le basilic et toutes les autres lavandes. La lavande est dispensée en pharmacie et dans tous les commerces et elle est inscrite à la pharmacopée européenne. Je rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant la prise d'une plante, sous toute forme que ce soit. Tu peux aller écouter d'autres podcasts de cette émission qui parlaient déjà de fleurs médicinales. Les camomilles, à l'épisode 6, le safran, des autres lavandes, aspic et lavandin, à l'épisode 5, l'aquilée millefeuille, à l'épisode 4, et enfin l'immortel, l'épisode 0, par lequel tout a commencé. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y trouveras des recettes et des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Tu y trouveras aussi et surtout un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe pour ne manquer aucune information et aucun épisode. Je te dis à bientôt!